Donc, juste avant de commencer, j'aimerais présenter mon collègue avec qui je ferai le webinaire, Antoine Dionne, phytopathologiste au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection basé à Québec, et moi-même, Isabelle Couture, conseillère en production maraîchère au MAPAC, en Montérégie et avertisseur RAP pour le réseau Cucurbitacées. Sur ce, j'espère que le webinaire sera à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup d'être là. Alors, j'ai pensé faire, un petit récapitulatif de la saison, 2022 en vous présentant finalement, le RAP, les avertissements qui ont été écrits au cours de la saison 2022. Comme ça, vous allez avoir vraiment une photo en temps réel de ce qui s'est passé, durant la saison. Alors, je vous dirais, les avertissements sont écrits le mercredi. Donc, ici, l'avertissement a été écrit le 13 juillet. On parlait déjà des pucerons, mais il faut savoir qu'on travaille avec de nombreux collaborateurs qui sont sur le terrain. Donc, les observations nous viennent finalement de la semaine précédente. Donc, ce qui est écrit le 13 juillet nous vient du 6. Ça a été des observations qui ont été faites sur le terrain entre le 6 et le 12 juillet. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que entre le 6 et le 12 juillet, il y avait déjà la présence de quelques foyers qui étaient signalés dans les cucurbitacées. Puis là, on parle des principales régions productrices de cucurbitacées, donc Montérégie, Lanaudière, Laurentides, Laval également. Puis ce qu'on entend par foyer, ben, ça pouvait être, par exemple, des colonies qu'on avait déjà commencé à dépister du puceron du melon, où il y avait aussi quelques pucerons ailés là, à ce moment-là. Ensuite, dans l'avertissement de la semaine d'après, donc des observations au champ qui ont été faites entre le 14 et le 19 juillet, là, il y avait vraiment une augmentation du nombre d'observations de pucerons ailés dans les cucurbitacées. Puis même que le 18 et le 19 juillet, ben, il y avait déjà quelques plants virosés de citrouille dans au moins 2 champs distincts de la Montérégie-Est. Donc, ce qui a du sens parce que souvent, entre l'infection du plant et la manifestation des symptômes, il s'écoule une dizaine de jours. Donc, ça a pu commencer là, assez tôt. Là, on comprend que déjà au 6 juillet, il y a pu y avoir des premières contaminations. Ensuite, dans la semaine du 21 au 26 juillet, ben là, il y avait une augmentation du nombre d'observations de pucerons dans les cucurbitacées. Là, c'était assez notable. Puis évidemment, là, de plus en plus de plants virosés dans les cucurbitacées. Puis après, les semaines d'après, ben, c'était la débandade. Là, dans la semaine du 28 au 9 août, il y avait beaucoup, beaucoup de plants virosés. La semaine d'après, ça allait en recrudescence. Par la suite, dès la semaine là, du 18 août au 24 août, ben, on voyait déjà beaucoup de plants virosés euh, dans d'autres groupes de cultures que les cucurbitacées. On a vu dans les solanacées, mais je ne ferai pas le tour parce qu'Antoine va le faire très bien tout à l'heure. Ici, c'est encore des photos qui ont été prises là, dans les avertissements. Donc, ici, vous voyez déjà un plant virosé de citrouille. On voit des petites mosaïques. Au 18 juillet, c'était déjà visible. Ensuite, on est au 10 août, puis vous voyez des espèces de, je dirais, des lésions ou vraiment des taches jaunes très, très fluo, là. Puis, donc, c'est un symptôme assez particulier des virus, mais il s'avère que c'est un des symptômes caractéristiques de la présence du virus de la mosaïque du concombre. Ici, on voit, on est au 17 août et puis il y a vraiment des symptômes sur le melon brodé. Puis ça a été catastrophique là, dans plusieurs champs de melon brodé, des champs qui étaient très, 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 très beaux. Puis finalement, on a commencé à voir rapidement des symptômes de virus sur les feuilles. Par la suite, les fruits ont suivi. Puis ça a été une sénescence très, très rapide. Il n'y a même pas eu de récolte, là. Ça a été très difficile dans le melon brodé. Puis ici, ça a été fait le 23 août. C'était simplement pour illustrer finalement que même dans des champs avec des symptômes sur le feuillage très typiques de virus, il y avait quand même formation de fruits. Et puis à ce moment-là, on voyait le début de mûrissement. Mais bon, à savoir si tous les fruits ont mûri de façon normale, ça, c'était encore à déterminer, puis on sait que les rendements ont été vraiment affectés.
Dans le concombre de transformation, je tenais à vous le montrer parce que ça a été vraiment des cas très, très spéciaux. Ici, on est le 20 juillet, puis c'est une collègue conseillère dans un club sur la rive nord qui me signalait qu'il y avait des choses spéciales qui se passaient déjà au 20 juillet. Mais je vous rappelle qu'il y avait déjà des virus là, qui avaient été diagnostiqués dès le 18 juillet, entre autres dans la citrouille. Mais là, donc cette collègue-là m'envoie des photos en disant: Ah, c'est bizarre. Tu sais, nous, on ne se doutait pas là, que c'était viral encore. On s'est dit, ah, ben, il y a peut-être de la phytotoxicité ou on ne le sait pas. Fait qu'on a laissé aller. Mais il y avait déjà ça de présent. Mais au bout d'une semaine, finalement, il y avait vraiment là, des symptômes. Encore là, tout à fait atypiques. Puis on n'avait pas encore cliqué que ça pouvait être des virus. Mais vous voyez, il y avait du jaunissement. Puis en fait, ça se produisait sur la rive nord, mais simultanément, il y avait aussi des cas sur la rive sud. Puis il y avait deux producteurs là, sur la rive nord qui avaient des gens comme ça. Au début, on disait, ben, écoute, il n'y a plus beaucoup, c'est peut-être l'activité racinaire, mais non, c'est au bout de 5 jours, finalement, à force d'investiguer, mais aussi on a eu des rapports diagnostiques entre-temps qui ont bel et bien confirmé la présence de virus. Puis sur la rive sud aussi, là, on est le 12 août, ben, on voyait vraiment des symptômes. Encore là, pas très typiques de virus, là, mais il se passait quelque chose assurément. Mais au 12 août, on savait déjà que c'était des virus, là. Mais on voit ici des espèces de marbrures particulières. Il y aura même des nécroses vraiment avérées dans des plants virosés. Puis rapidement, sur la rive nord comme sur la rive sud, les concombres ont été déclassés parce qu'en fait, sous l'épiderme, directement, il y avait des espèces de zones brunes associées à la présence du virus, qui était la mosaïque, le virus de la mosaïque du concombre. Tout ça, en fait, ce qui a été une difficulté supplémentaire dans le diagnostic, c'était associé principalement, je dirais même quasiment essentiellement une variété, qui était la variété Lennon. Une très bonne variété en passant, là, parthénocarpique qu'on connaît depuis 2-3 ans. Euh, mais visiblement, elle, au niveau du virus, là, ça fait de capote. Puis, ben, ça a fait la une des journaux, évidemment, parce que il y a eu vraiment des pertes associées. On n'a pas pu terminer les contrats pour ceux qui avaient une forte proportion de concombres parthénocarpiques Lennon. Donc ici, vous voyez Jonathan à Saint-Onge de la rive sud, mais il y avait aussi des producteurs de la rive nord qui ont été impactés. Puis ça a été un des premiers articles qui est paru dans la terre de chez nous. Donc, tout ça, c'est la faute à qui? Ben, c'est la faute au puceron ailé. Puis en fait, c'est tout puceron ailé qui nous vient en grande, grande quantité, heu, dans des masses, importantes, hem, peut être responsable finalement des virus. Il faut savoir que, les pucerons ailés, souvent, peuvent nous venir par des vents, donc ça vient sous forme de grands nuages dans des quantités vraiment qui sont tout à fait, hors de l'ordinaire. Puis, ces courants-là vont nous amener ces gros nuages-là qui vont se déposer à un moment donné à quelque part. Puis, en 2022, ben, on a plusieurs indices qui démontrent que les pucerons et les responsables de la dissémination de tant de virus ont été le puceron du soya. Mais soyez pas inquiets, du puceron du soya, on va en avoir à chaque année. Mais là, ce qui fait que ça a été vraiment aussi catastrophique, c'est que les populations étaient vraiment anormalement élevées et ils sont venus par les vents des États-Unis. Parce que les pucerons du soya, ben, ce n'est pas répertorié comme étant un ennemi habituel de cucurbitacées. Mais quand ça nous arrive en grand, grand nombre, comme en 2022, ben, ils peuvent être d'importants vecteurs de plusieurs virus dévastateurs, comme le virus de la mosaïque du concombre, ensuite le virus, la mosaïque du melon d'eau et du zucchini. Et pourquoi on pense que c'est le puceron du soya qui a été responsable en 2022, mais aussi en 2007, parce que j'étais avertisseur déjà en 2007. Puis pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui étaient là, ben en 2007, il y a eu énormément aussi de virus dans les cucurbitacées, dans les principales régions. Donc encore là, Montérégie, Lanaudière, Laurentides, Laval également. Donc, mais ça n'avait pas débordé comme en 2022 dans d'autres groupes de culture. Mais ça avait été très important, il y avait eu des pertes de rendement.
Donc, si je reviens à ce graphique-ci, qui est vraiment un super graphique, ça a été généré grâce au groupe de culture du RAP qui s'occupe du soya. Il faut savoir qu'à chaque année, il y a plusieurs conseillers qui vont dépister le soya tôt durant l'été, et ce, de façon hebdomadaire. Ils vont aller échantillonner des champs de soya puis faire des comptages sur les plants. Donc, dans le graphique-ci, vous avez le nombre de pucerons par plant. Ensuite, de façon hebdomadaire, on a rapporté les populations. Puis, c'est des densités moyennes de 2002 à 2022. Donc, c'est vraiment très, très précieux. Ce qu'on peut observer, c'est que finalement, il y a des pucerons à peu près à chaque année, mais les courbes sont très, très basses. Il va y avoir des sommets atteints autour de 200 pucerons, mais on n'entend pas parler parce qu'il y aura un contrôle naturel qui va se faire. Puis, ça va très bien. Il n'y a pas de traitement, évidemment, qui sont faits. Par contre, vous voyez aussi qu'il y a deux courbes qui sont vraiment très, très, très différentes. La première est associée à 2007, là où on a eu des gros problèmes dans les cucurbitacées, et l'autre, ben, c'est celle de 2022. Donc, dans ces deux courbes-là, il y a les sommets de population de pucerons dans le soya ont été atteints. Puis on avait jusqu'à 700 pucerons par plant, ce qui est considérable. Et puis, le pic de population sur les plants de soya ont été atteints vers la fin juillet, début août. Donc, c'est ce qui nous permet de dire que cette année, puis en 2007, euh, les pucerons qui nous ont amené tant de problèmes, les pucerons qui venaient par des nuages là, des États-Unis, ben, c'était le puceron du soya. Maintenant, je vais laisser la place à mon collègue Antoine qui va poursuivre là, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau du laboratoire de diagnostic. Oui, bonjour. Effectivement, donc on a eu beaucoup de diagnostics positifs à des virus cet été, essentiellement au virus de la mosaïque du concombre, puis à peu près tous les cas, les dégâts ont pu être associés à la présence de ce virus-là. Mais il y a d'autres virus aussi qui sont transmis par les pucerons, qui ont été trouvés en abondance, particulièrement dans les cucurbitacées. Donc, la plupart des échantillons qu'on a reçus de cucurbitacées présentaient d'autres virus, là, que ce soit le virus de la mosaïque de la pastèque ou de la mosaïque de la courgette. Et pour les autres cultures, il y avait quand même parfois aussi d'autres virus qui étaient présents, mais c'était surtout pour les cucurbitacées qui avaient des associations avec d'autres virus. Puis on va voir, ça a quand même une implication sur l'apparition des symptômes. La situation était assez importante pour qu'il y ait un projet qui a été mis en place là, pour donc un service gratuit de détection de virus dans les cultures maraîchères. Donc, on a reçu une centaine de demandes dans le cadre de ce projet-là. Euh, Puis juste une petite note comme ça aussi, là, donc il y a une entreprise qui a envoyé la moitié des échantillons, donc il y a peut-être une petite distorsion dans les résultats à cause de ça, mais il reste que c'est ça, ça a été une année très, très importante au niveau des virus, comme on va le voir. Donc, si on se compare par rapport aux autres années, on voit qu'en 2022, ben, il y a eu énormément de cas positifs pour la détection pour le virus de la mosaïque du concombre. Donc, on parlait de 120 cas positifs qu'on a reçus. Si on se compare aux autres années, on voit que c'est beaucoup plus. Mais j'attirerais votre attention quand même sur l'année dernière, là, donc en 20, la saison 2021, l'année précédente, excusez-moi, en 2021. Donc, il y a quand même 16 cas qui avaient été rapportés, puis ça ne venait pas de seulement chez un producteur, ça venait de différents producteurs. Donc, il y avait quand même déjà une base de virus qui était présente au Québec, ce qui a probablement favorisé la situation catastrophique là, qui a été vécue en 2022. Euh, donc, le virus était présent, le vecteur, ce qu'on soupçonne être la principale cause, le puceron du soya, donc, était présent en très grande quantité aussi, là, ce qui a mis la table pour une situation qui est une situation qui est dramatique. Excusez-moi, c'est un peu long pour changer les diapos, je devrais y arriver. Et voilà.
Au niveau des cultures qui ont été affectées, donc on voit qu'il y a quand même un grand groupe de cultures, là, 18 cultures qui ont été affectées par le virus de la mosaïque du concombre. Donc, dans divers groupes, essentiellement des solanacées et des cucurbitacées, mais également dans le haricot, des épinards, brocolis qui ont été affectés aussi. On a eu un cas aussi dans les plantes ornementales, mais c'est un cas en avril, là, donc le lien avec la situation de l'été est plus ou moins facile à faire, là. Donc, un cas dans la polémoine qui était, c'est un cas qu'une plante ornementale en serre qui a été trouvée au printemps. Et voilà. Et c'est pas c'est ça. Donc, Isabelle en parlait, là, donc il y a plusieurs régions qui ont été touchées, là. Donc, dans les cas qu'on a reçus, il y a 8 régions qui étaient représentées, 23 MRC, là. Donc, c'est une situation qui a été quand même assez importante dans différentes régions. Donc, Capitale-Nationale, Centre du Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie. Donc, les principales régions productrices de plantes maraîchères, là. Donc, ont tous été touchés par la problématique à des degrés divers. Donc, voilà pour ce qui est du portrait de cette année. Donc, le reste de la présentation va plutôt porter sur on va essayer de comprendre un peu puis de documenter pourquoi on associe les dommages, qu'est-ce qui a en fait qui a causé la situation cette année, puis essayer de mieux comprendre, puis qu'est-ce qui sont passés. Donc, en décrivant ce qui est un virus, qu'est-ce qu'ils font aux plantes, comment ils sont disséminés, ces virus-là, puis aussi ben, des pistes pour lutter contre ces virus et essayer de prévenir un peu les situations catastrophiques qu'on a vécues en 2022. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un virus? Un virus, c'est une structure assez simple, donc on est à la limite du vivant, là, donc essentiellement, c'est un acide nucléique, donc qui va porter de l'information génétique. Donc, dépendant des virus, il y a un certain nombre de gènes qui vont être présents. Et pour protéger cet acide nucléique-là, il y a une capside, donc une protéine là, qui est produite autour du virus. Donc, on voit des images à droite donc, de virus. Donc, en haut, c'est un virus polyédrique, là, donc, qui ressemble beaucoup au virus de la mosaïque du concombre. On voit que la capside est brisée puis que l'acide nucléique sort là, dans ce cas-ci, dans cette photo. Et, je vous fais remarquer aussi l'échelle, là, on parle de nanomètres, là, donc c'est extrêmement petit, là, des virus. Donc, on parle de toutes petites particules. Puis en bas, ben, on voit des virus qui sont plutôt en forme de grands bâtonnets allongés, un peu comme les potivirus, en fait, les potivirus ont cette forme. Donc, les virus, je le disais, c'est à la limite du vivant. Donc, les virus sont des parasites obligatoires. Donc, ils ne peuvent pas se reproduire par eux-mêmes, doivent avoir accès à une cellule d'un organisme vivant pour pouvoir se reproduire. Les virus vont prendre le contrôle de la machinerie cellulaire de la plante. Donc, essentiellement, ils vont s'assurer qu'ils puissent être répliqués en grand nombre. Et ça va occasionner différentes perturbations métaboliques. Donc, la plante, à la fois perd un peu un contrôle de sa machinerie cellulaire, mais aussi va réagir avec son système de défense et ce qui va créer des symptômes. Et la plante est infectée par un virus. Si le virus réussit à se répliquer, normalement, la plante va rester infectée toute sa vie, là. Il n'y a pas vraiment de méthode curative une fois qu'un virus est bien implanté dans la plante. Donc, le virus va continuer de se multiplier. Donc, en général, les symptômes vont s'accentuer au cours de la saison. Le virus va se multiplier de plus en plus, de plus en plus. Et aussi, bien sûr, ben, c'est un peu comme nous, là, les conditions de stress vont influencer la symptomatologie, là. Donc, une plante qui est stressée, qui vit des épisodes de différents stress, que ce soit des pressions d'organismes ou des conditions abiotiques qui vont la stresser, va exprimer de façon plus intense ces symptômes. Et aussi, ben, en fonction de la génétique de la plante, là, donc du cultivar et tout ça, donc l'expression des symptômes va être différente. Puis comment les virus se disséminent? Ben,
les virus, ils ne se déplacent pas seuls. Donc, comme je le disais, ils ont besoin de cellules pour se multiplier et ils ont besoin d'organismes aussi pour se déplacer. Que ce soit les insectes, donc on a parlé de pucerons et on va en parler abondamment dans cette présentation, mais aussi d'autres organismes qui peuvent les propager, les champignons, les nématodes. Et les humains, on est des très, très bons vecteurs de virus aussi, que ce soit par certains virus qui peuvent être transmis par contact. Ce n'est pas le cas des virus pour lesquels on parle aujourd'hui, mais ou également dans les semences, les boutures. Donc, on est très bon pour les propager à travers le monde. J'ai mis un petit exemple pour le virus de la rugose qui affecte la tomate. Donc, on voit dans le graphique, là, dans le bas, il y a une petite courbe aussi. Donc, on voit le nombre de pays qui sont affectés. Donc, à partir de entre 2017 et 2021, il y a eu une explosion des pays touchés. Donc, ce virus-là s'est transmis très, très rapidement à l'échelle de la planète. Finalement, bon, je reviens aux insectes qui sont les vecteurs, donc qui nous concernent un peu plus dans le cadre de cette présentation-là. Donc, la relation entre les virus et leurs vecteurs est très forte. Donc, un virus ne sera pas généralement pas transmis par un nombre important de vecteurs. Donc, les virus qui sont transmis par un certain groupe d'insectes euh, vont seulement être transmis par ce groupe d'insectes-là. Il y a quelques exemples à droite, là, donc dans les cultures maraîchères, certains coléoptères peuvent transmettre des virus, mais les coléoptères en général, ce n'est pas des transmetteurs importants de virus. Les TRIPS peuvent le faire aussi avec certains groupes de virus, entre autres le TSWV. Et les pucerons sont des très grands transmetteurs de virus, là. Donc, c'est l'insecte de prédilection pour la transmission de virus. Et, je vais laisser Isabelle continuer à ce propos pour vous décrire un peu les différents modes de transmission. Merci Antoine. Ben, on l'a vu, hein, il y a plusieurs insectes qui peuvent être vecteurs de virus, mais de tous ces vecteurs-là possibles, ben, c'est certainement le puceron qui est le plus efficace parce que le puceron transmet jusqu'à 60% des virus des plantes connues à ce jour. Donc, c'est énorme. Pourquoi? Ben, parce qu'il est vraiment, vraiment efficace à cause ou grâce, je devrais dire, grâce à ses nombreuses caractéristiques biologiques font de lui un super vecteur, finalement. Donc, ses caractéristiques biologiques, la première, c'est son potentiel de multiplication. Ensuite, c'est son mode d'alimentation, puis la structure de ses pièces buccales, et puis finalement, son comportement de recherche d'une plante autre. Fait qu'on va les voir en détail, là, ces trois caractéristiques-là. D'abord, vous le savez, hein, pour ceux qui cultivent, lorsqu'on voit un foyer de pucerons, ça va super, super vite. Il faut savoir que les pucerons, quand ils sont sur nos plantes, c'est que des femelles. Puis une femelle, c'est assez capoté parce qu'en en fait, elle passe pas par le. Quand elle va donner naissance là, aux autres générations, elle passe pas par l'œuf. Elle va donner directement naissance à des larves qui elles-mêmes, au bout de ces jours, peuvent aussi commencer à donner naissance à d'autres larves. Fait qu'on dit qu'à peu près, au bout de ces jours, une femelle peut donner naissance jusqu'à 40 larves, puis qu'une femelle peut vivre entre 15 et 20 jours. Fait que vous voyez tout de suite le potentiel là, de chevauchement de génération là, qui va se faire très, très rapidement. Fait que ça crée des foyers super importants. L'autre affaire qui est spéciale avec les pucerons, c'est que la femelle, euh, quand elle va se mettre à donner naissance à des larves, elle va détecter finalement que la qualité de sa plante hôte finit par se détériorer quand il y a plein, 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 plein de pucerons. Fait que elle va donner naissance à des larves, mais il y aura eu un signal pour que déjà le troisième stade larvaire de ces petits, finalement, développent des ailes pour que, au stade adulte, ces larves-là, rendues adultes, là, soient ailées et aillent vers des nouvelles plantes hôtes. Fait que ça, d'un point de vue du virus, c'est fabuleux parce que ça va assurer la dissémination du virus de façon assez rapide. Aussi, ben, les pucerons, vous le savez, hein, ce sont des insectes piqueurs-suceurs. Donc, ils possèdent des pièces buccales qu'on appelle stylets qui leur permettent de percer les tissus végétaux et d'aspirer les liquides. Mais ça, imaginez comme une seringue. Puis là, on va en parler un petit peu plus des modes de transmission. Mais il y a des virus qui, eux, vont se coller finalement au stylet
puis qui vont pouvoir être transmis. Il y a d'autres virus qui, eux, comme si c'était une seringue, euh, vont finalement s'aspirer ou se transmettre via l'intérieur de la seringue, donc à l'intérieur du liquide que le puceron aura aspiré. Donc, ça aussi, ça en fait là, vraiment des experts de la transmission virale. Maintenant, son comportement de recherche de la plante hôte. Là, il faut imaginer toujours nos fameux pucerons ailés. Ces pucerons ailés-là qui nous viennent par les vents des États-Unis puis qui vont nous arriver en grande masse, ben, leur but ultime, c'est de se multiplier, de s'alimenter. Fait que eux, quand ils arrivent, là, ils ne contrôlent pas tout, hein. À un moment donné, oui, ils peuvent être attirés vers des couleurs jaunes ou encore des contrastes entre la plante puis le sol. Parce qu'on dit que les pucerons aiment bien des cultures qui sont à faible densité. Par contre, à un moment donné, s'il n'y a pas de vent, ils se laissent tomber, là, ils ne contrôlent pas tout. Mais leur but ultime, j'en reviens, c'est de se multiplier et de se nourrir. Fait qu'eux, leur but, c'est quand ils tombent sur une plante, ben, la première chose qu'il fait, il va faire une petite cure d'exploration, à savoir, ben, c'est-tu ma plante hôte ou c'est pas ma plante hôte? Donc, cette piqûre-là d'exploration, si vous vous rappelez, on a dit que sur son stylet, il pouvait avoir certaines particules virales qui se collent à son stylet. Puis, donc, c'est ça qui va lui permettre soit de prélever ou de transmettre du virus par ces petites piqûres d'exploration qui sont très courtes, hein. Lui, c'est une course contre la montre, là, parce que tant qu'il n'aura pas trouvé sa plante hôte, ben, il ne pourra pas s'alimenter, puis il ne pourra pas non plus se reproduire. Donc, il va aller vraiment là, vite, vite, vite d'une plante à l'autre. Puis, si il tombe en contact avec une plante qui a le virus, ben là, il peut le prélever très rapidement, puis le transmettre à d'autres plantes aussi. Donc, c'est pour ça que son comportement de recherche de plantes hôtes, là aussi, peut transmettre, là, est fabuleuse là, d'un point de vue de virus transmis selon un mode non persistant. Fait qu'on y vient. Donc, rappelez-vous, on a dit que les pucerons sont super importants comme vecteurs parce qu'ils transmettent 60 des virus connus à ce jour. De ce groupe-là, il y a des virus qui vont être transmis selon un mode non persistant, puis l'autre groupe va être transmis selon un mode persistant. Un virus ne peut pas être transmis selon les deux modes, c'est un ou l'autre. Puis justement, le mode non persistant, ben, c'est des virus qui se tiennent vraiment, vraiment à la surface de la plante, ben, à la surface, dans l'épiderme. Fait que, ce qui fait que le puceron ailé, qui fait sa petite piqûre d'exploration, ben, il peut facilement l'attraper sur son stylet. C'est des virus qui ne demandent pas une grande, grande reconnaissance là, entre la plante hôte puis le puceron. Il y a beaucoup de pucerons qui vont être capables d'attraper ces virus-là puis le transmettre. Puis ça se fait très rapidement. Tandis que les virus qui sont transmis selon un mode persistant, ben ça, c'est une toute autre affaire. Ça demande vraiment là, une reconnaissance entre le puceron et la plante. Ça va être sa plante hôte parce qu'il s'alimente. Donc, son stylet, il faut vraiment, vraiment qu'il perce les tissus conducteurs, puis il va s'alimenter dans les tissus conducteurs, le phloème, xylème. Puis c'est là que s'il y a des particules virales ou si lui est chargé de particules virales, il y aura un échange. Donc, ça prend beaucoup plus de temps, puis c'est beaucoup plus spécifique. Donc, vous me voyez venir, là, quand on parle des pucerons visiteurs, on est vraiment dans le mode non persistant. Maintenant, juste encore pour résumer brièvement les deux modes, si on parle des virus non persistants, ben, la période d'acquisition est très, très brève parce que si la plante est virosée, on le sait, hein, c'est pendant la petite piqûre d'exploration que ça se fait, ben, c'est instantané. Ensuite, la période de latence va être très courte parce que ce n'est pas des virus qui vont à l'intérieur du puceron. Ils vont rester vraiment à surface du stylet. Puis la période de rétention, ben c'est ça. Si tu as des petites particules sur ton stylet, puis que tu piques plusieurs plantes, ben à un moment donné, il ne te restera plus de particules. Fait que c'est vraiment court, hein. On dit ça peut aller de quelques minutes à quelques heures. Ça peut représenter peut-être 4-5 piqûres où là, il peut transmettre le virus, là. Mais c'est très, très bref, là. Donc, il va falloir qu'il se recontamine là, pour être encore
vecteur de virus. Puis la période d'inoculation, ben, c'est instantané. Dès qu'il fait sa piqûre d'exploration, il transmet le virus. Tandis que les virus qui se transmettent selon un mode persistant, ben, vous vous rappelez, hein, c'est tout autre. Ça demande une certaine reconnaissance. Fait que la période d'acquisition va être longue parce qu'il faut qu'il s'alimente vraiment sur sa plante hôte. La période de latence, ça va prendre, ça veut dire qu'il n'est pas instantanément virulent, le puceron, parce que le virus va passer à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de l'hémolymphe, pour finalement se loger dans une glande salivaire. Fait que ça demande un certain temps parce que le virus est atteint à l'intérieur de son corps. La période de rétention, par contre, vu que le virus est justement dans son hémolymphe, dans son corps, ben, ça peut aller jusqu'à toute la vie du puceron. Fait que c'est vraiment différent. Par contre, la période d'inoculation va être longue parce qu'il se nourrit. Puis là, ici, je mets un tableau des principaux virus des cucurbitacées. Puis je sais que parmi vous, ben, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui produit des cucurbitacées, mais vous allez voir pourquoi. Ici, on a mis les principaux virus qui ont une incidence économique sur les cucurbitacées. Mais en fait, il y a au-dessus de 35 virus là, qui s'attaquent aux cucurbites, mais il y en a seulement quelques-uns qui ont vraiment, vraiment une importance économique là, notable, dont le CMV, qui, lui, il attaque plus de 2000 espèces végétales. C'est énorme, énorme, énorme. Là. D'après moi, c'est lui le grand gagnant. Puis dans ces espèces végétales-là, il y a évidemment des espèces qui sont horticoles, d'horticulture ornementale. Il y a évidemment des légumes, il y a des petits fruits, il y en, nommez-en, là, il y en a plein, puis beaucoup, beaucoup de réserves. Puis ensuite, il y a les autres qui sont qui vont s'attaquer à beaucoup moins d'espèces végétales, mais quand même, on dit que le virus de la mosaïque de la pastèque s'attaque quand même à plusieurs espèces végétales, tandis que les deux autres, le virus de la mosaïque jaune, la courgette, il y a une gamme réduite d'autres et le papaya aussi. Mais ce qu'ils ont en commun, ces virus-là, c'est que c'est transmis par les pucerons selon un mode non persistant. Donc, mode non persistant, ça rime avec des pucerons ailés, des pucerons visiteurs. Donc, si on fait un petit wrapping up là, de ce qu'on a dit, c'est que les vecteurs du CMV, qui est un cucumovirus et des potivirus, ben, ça va être les pucerons. Pucerons colonisateurs, oui, mais on a vu là, que c'est vraiment les pucerons visiteurs, ceux-là qui finalement cherchent leur plante haute, donc qui vont faire des cures d'exploration, qui vont être vraiment les plus performants. Fait que maintenant, je vais laisser la parole à Antoine là, qui va vraiment nous expliquer par des super beaux schémas comment ça se passe. Merci Isabelle. Oui, je vais décrire rapidement, là, si vous êtes comme moi, une image vaut mille mots. Là. Donc, essentiellement, on a fait un petit travail graphique. Donc, la légende, les pucerons colonisateurs, ça va être les pucerons qui sont en blanc, les pucerons visiteurs, donc ceux avec les ailes. La culture sont les plantes, donc le feuillage, dont l'intérieur du feuillage est blanc, et les mauvaises herbes, dont le feuillage est rempli. Les plants sains donc, sont en vert et les plants virosés sont en rouge. Donc, on a montré une situation un peu typique. Là. Donc, essentiellement, le virus, à la base, ça prend un inoculum du virus. Là. Le virus ne peut pas apparaître par lui-même. Là. Donc, ça peut être soit dans la culture, une partie des semences qui sont infectées. Donc, c'est le plan rouge au milieu de l'image. Ou certaines mauvaises herbes peuvent être des autres aussi, là, comme Isabelle l'expliquait. Donc, il y a plus de 2000 plantes qui peuvent être infectées. Puis, au niveau des mauvaises herbes, il y en a plus de 70 là, dans le nord-est qui ont été répertoriés, qui pourraient être des autres potentiels du virus. Donc, c'est sûr que là, le graphique monte avec un nombre quand même assez restreint de plants qui sont infectés, mais c'est sûr que si votre situation, il y a plus de mauvaises herbes ou il y a plus de plants au niveau des semences qui sont infectées, la situation peut être amplifiée.
Donc, si on regarde la situation d'un point de vue seulement pour les pucerons colonisateurs, donc eux autres vont vraiment s'installer dans la culture. Donc, là, j'ai seulement mis des pucerons sur le plan infecté de virus. Donc, ils vont s'installer, ils vont se multiplier sur ce plan-là. Et éventuellement, ils vont migrer sur des plans qui vont être proches. Mais là, je attire votre importance sur la longueur des flèches. Donc, en théorie, ils vont se déplacer quand même beaucoup moins que les pucerons visiteurs, beaucoup moins régulièrement aussi. Donc, ce qui va créer des foyers d'infestation et donc qui vont être normalement plus localisés. Par contre, pour ce qui est des pucerons visiteurs, ben, eux vont venir, vont faire plusieurs piqûres d'exploration, donc vont se déplacer très, très rapidement dans la culture, ils vont faire énormément de piqûres, donc ils vont se promener et donc même avec un nombre assez restreint de plants virosés, il y a quand même un potentiel de contamination qui est assez important et c'est ce qu'on soupçonne qui est arrivé cette année. Donc il y avait un inoculum qui était présent et l'arrivée, le vol de pucerons ailés, leur nombre de piqûres important a propagé et a causé une situation assez catastrophique chez plusieurs producteurs. Ce qui nous amène aux symptômes. Les symptômes sont vraiment variables. Donc, je vais parler essentiellement du symptôme du virus, la mosaïque du concombre, là, parce que c'était vraiment lui qui a été, qui a été principalement trouvé dans les cultures. Donc, les symptômes sont très variables. Donc, on parle d'anomalies de coloration, un peu comme Isabelle nous a parlé dans le concombre Lennon, des mosaïques. Donc, c'est son nom vient de là. Donc, c'est le symptôme typique, mais il peut aussi avoir des malformations, des taches en forme de cible chez certaines espèces, là, en particulier chez le poivron. Ça peut occasionner des nécroses aussi, là, une fois que le virus est présent en bon nombre. Donc, la plante va réagir en tuant certaines de ces cellules pour essayer de limiter la propagation du virus et créer des dépérissements importants. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que les symptômes vont être amplifiés en présence de plus d'un virus. Donc, si on prend symptôme par symptôme, donc le mosaïque, essentiellement, quand on parle de mosaïque, c'est vraiment des cellules qui vont se décolorer, donc qui vont vraiment donner l'aspect d'une mosaïque, là, un peu. Donc, ce qui est fait avec des petites céramiques, donc ça va donner un aspect qui ressemble un peu à ça, donc à la fois sur le feuillage ou sur les fruits. Donc, sur la courge, là, on voit une combinaison de virus aussi, là, donc le virus de la tache en anneau, de la papaye et le CMV qui a été trouvé. Donc, on voit vraiment que les feuilles ne sont pas très belles, elles sont très rabougries. Donc, il y a vraiment comme des plissements qui sont observés au niveau des nervures aussi, des anomalies de coloration, puis même des nécroses là, au niveau des nervures qui ont été observées. Au niveau du piment, donc ici, c'était ce qu'on parle de taches en anneau, là, donc, ou en forme de cible. Donc, c'est vraiment les taches typiques. Là, c'est quand même une belle photo qu'un collègue ou une collègue, je ne me rappelle plus trop, a prise. Là. Donc, on voit des débuts de symptômes, des symptômes un peu plus importants, et jusqu'à la nécrose de la plante des feuilles, nécrose totale des feuilles. Parfois, c'est plus subtil. Donc, encore une fois, on est dans le poivron. Ici, c'est probablement un début d'infection. Donc, au lieu de former des anneaux ou des cibles, c'est vraiment des taches qui sont arrondies. On voit quand même que le feuillage est un peu déformé, là, donc un des lobes de la feuille qui est beaucoup plus gros que l'autre. Mais c'est ça, des fois, les symptômes sont un peu difficiles à associer clairement avec la présence de virus, comme dans ce cas-ci. Rapidement sur le céleri aussi, c'est pas quelque chose qui était facile. C'est un cas qu'on a eu, donc qui n'était pas nécessairement facile à associer au virus. Donc, c'est la présence de nécrose. Là, donc, ça pourrait ressembler à d'autres infections, là, par exemple l'anthracnose dans le concombre dans ce cas-ci. Et parfois, ben, la situation est vraiment dramatique. Les plants vont être vont complètement dépérir. Ça, c'est une photo qu'Isabelle avait prise en 2007. Donc, c'était une production qui avait été plantée plus tard et qui avait essentiellement qui avait été ravagée par les virus. Et comme les plants avaient été affectés très jeunes, ben, c'était très peu développé là, dans ce cas-ci. Et les virus, d'où viennent-ils? Donc, ils n'apparaissent pas de nulle part, ces virus-là.
Donc, il y a différentes sources pour, là, on parlait des cucumovirus, là, donc c'est la famille des virus de la mosaïque du concombre et les potivirus, donc d'autres virus qui sont transmis par les pucerons, là, dont on a mentionné divers noms depuis le début de la présentation. Donc, ils vont être propagés par la semence notamment et à divers degrés. Donc, il y a quand même une assez faible transmission chez les cucurbitacées qui est rapportée dans la littérature, généralement de moins de 10 Euh, Ce pourcentage-là, c'est un pourcentage de graines qui proviennent d'un plant infecté qui sont porteurs du virus. Donc, quand vous achetez des semences, là, en théorie, la proportion est très, très faible de virus qui peuvent être infectés. Il y a quand même un travail de tri qui est fait au niveau des propagateurs. Et bien sûr, plus la transmission est faible au sein d'un plant virusé vers ces semences, moins il y a de chances. Néanmoins, plus les superficies sont importantes aussi, plus il y a quand même un risque d'avoir certaines semences qui vont être porteurs de virus. Euh, pour les autres espèces, c'est quand même assez variable. Donc, on parle de 1% à 100% là, de taux de transmission d'un plant virusé à ses semences. Et il y a des variations vraiment importantes selon les études aussi. Donc, c'est toujours des données qui sont à prendre avec un certain grain de sel. Donc, essentiellement, comme j'en parlais, les plants qui sont infectés plus rapidement vont avoir une charge virale plus importante. Donc, si c'est le cas dans ces études-là, il y a un potentiel d'un taux de transmission peut-être plus important vers la semence aussi. Donc, il y a quand même des variations importantes. Au niveau des potivirus, ben, ils peuvent aussi être transmis par la semence. Encore une fois, c'est des taux de transmission qui sont relativement faibles comparativement à d'autres virus, là, on s'entend. Donc, entre autres pour la mosaïque de la pastèque et la mosaïque de la courgette. Donc, les semences, en général, c'est ce qu'on suspecte comme source d'introduction du virus dans une entreprise. Il y a potentiellement d'autres sources d'introduction aussi, mais en général, si on parle d'une zone de production qui est exempte d'un virus, c'est souvent par la semence que les virus vont être introduits. Euh, et au niveau de ces virus-là, le virus est présent à l'intérieur de la semence, là, comparativement à d'autres types de virus comme les tobamovirus qui sont présents seulement à l'extérieur de la semence. Donc, ce qui rend les traitements de semences difficiles sans affecter le taux de germination. Merci, Antoine. Donc, tout à l'heure, Antoine en a parlé brièvement, mais on l'a vu au niveau du CMV, il y a plus de 2000 plants qui peuvent être porteurs du CMV. Puis là-dessus, évidemment, il y a énormément de mauvaises herbes. Donc ici, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on s'est intéressé aux mauvaises herbes finalement, qui, où c'est vraiment bien documenté qu'ils peuvent être porteurs de la mosaïque, du virus de la mosaïque du concombre, mais qui sont aussi vivaces ou encore annuelles hivernantes ou bisannuelles. Donc, des plantes qui vont être potentiellement porteurs, donc des plantes réservoirs, avant que la culture principale soit en place. Comme ça, s'il y a des pucerons visiteurs, ben, il s'agit qu'ils atterrissent sur finalement la mauvaise herbe qui est porteur. Puis ben là, ça commence toute la chaîne d'infection. Donc, puis comme je vous dis, ce n'est pas une liste exhaustive, mais dans les vivaces, il y a l'asclépiade qui serait reconnue comme pouvant être porteur du virus de la mosaïque du concombre. Il y a la linaire vulgaire, il y a la barbarie vulgaire qui est une annuelle hivernante. Quand on parle d'annuelle hivernante, c'est-à-dire souvent elle va germer très, très tard à l'automne précédent. Puis le printemps d'après, ben, est là très rapidement. Donc, si elle a été contaminée à l'automne précédent, ben, c'est sûr quand elle va croître au printemps, elle l'est encore. Fait qu'elle va être en place avant la culture principale, puis elle peut être un réservoir. Rhubarbe d'Islande, pareil, annuelle hivernante. J'ai mis luzerne avec un gros point d'interrogation parce que, écoute, la luzerne, on a quand même quelques champs là, de luzerne encore, puis c'est évidemment une vivace. Donc, ça pourrait être un réservoir fabuleux si le CMV est présent. Par contre, il y a beaucoup de recherches qui semblent démontrer que c'est des souches particulières associées aux légumineuses qui sont dans la luzerne et que finalement, le CMV présent dans la luzerne n'irait pas dans les autres espèces horticoles. Fait que c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation.
Ensuite, ce qui est rapporté en Europe, c'est la stellaire moyenne qui est une annuelle. Ben, elle pourrait quand même, si elle a été contaminée, mettons, l'été précédent, ben, toutes ces semences pourraient être porteurs là, du virus. Donc ça peut faire un sacré paquet là, de mauvaises herbes. Ensuite, on rapporte le sénesson vulgaire et la bourse à qui, on n'a pas de référence à savoir si ça se transmet par la semence, là, mais ce sont des annuelles hivernantes. Puis, ce qui est intéressant, là, j'en profite pour le dire, c'est qu'il y aura un projet financé par le MAPAC qui va partir ce printemps. Et évidemment, le laboratoire de diagnostic va être fortement sollicité, mais il y aura le sérum qui va être impliqué, il y aura le CRAM qui va être impliqué. Évidemment, il y aura des conseillers du MAPAC qui vont être impliqués et aussi des conseillers clubs pour aller dans les champs où il y avait des fortes contaminations, pour prélever très tôt au printemps ces fameuses plantes réservoirs-là et de vérifier, valider si au Québec, c'est la même chose. Donc, ça va être très, très intéressant, financé par le MAPAC. Ensuite, ben, les maladies, Antoine le dit, hein, les maladies sont incurables au champ. Une plante infectée par un virus va le rester toute sa vie. Donc, c'est pour ça que les plantes réservoirs, ben, ils- celles qui sont vivaces, ça peut être réservoir longtemps, là. Ensuite, de ce fait, les seuls moyens de lutte dont ils disposent sont essentiellement préventifs, puis on va chercher à éviter les contaminations. Donc, la lutte chimique, elle se situe où là-dedans? Ben, les traitements insecticides, on l'a vu, ils n'ont pas d'effet direct sur la transmission des virus non persistants. Pourquoi? Ben, parce que, un, les pucerons ailés, quand ils arrivent, on l'a vu, ils restent très, très peu longtemps en place. Eux, ils cherchent leur plante hôte. Donc, le temps qu'on sorte l'arsenal pour essayer d'éliminer les pucerons, ben, eux, ils ont déjà fait leur fameuse piqûre d'exploration, puis le virus est déjà là. Donc, il n'y a pas d'efficacité là, parce qu'il n'y aura jamais de bon moyen de traiter. Il n'y aura jamais moyen de traiter au bon moment. Ils vont être déjà partis, le mal va être déjà là. Puis certains diraient, ben, les champs de soya, bon, on a juste à les détruire. On a juste à détruire finalement les pucerons du soya dedans. Ben, c'est loin d'être aussi simple. Déjà, c'est pas utile. On a déjà mis en place toute une procédure de surveillance du puceron du soya dans le soya, mais aussi, on ne connaît pas encore toute la trajectoire. On a dit que ça nous vient par des grosses masses de vent, finalement. Là, les pucerons à ailés nous arrivent là, en quantité vraiment très, très, très importante. Mais ces pucerons-là, ils ne contrôlent pas où ils vont tomber. Fait qu'il est fort à parier que finalement, quand ils arrivent dans ces masses-là, ils ont déjà tombé un peu n'importe où, puis que la contamination est déjà commencée avant même qu'ils trouvent leur plante hôte. Donc, ce n'est pas une solution, évidemment, de traiter là, les plantes de soya plutôt que ce qui est recommandé. Le désherbage, est-ce que ça peut être une solution pour éviter toute transmission de virus? Bien, ici, un schéma vaut mille mots, hein, ça reprend un petit peu ce qu'Antoine a fait. Vous voyez, il y a des mauvaises herbes qui sont contaminées, qui sont en rouge. Évidemment, si on fait un super bon désherbage, on éliminerait toutes les mauvaises herbes. C'est certain qu'on risque de retarder les premières infections, mais on ne contrôlera pas les pucerons qui viennent de l'extérieur, qui seraient porteurs de virus. Donc oui, ça peut être un moyen de retarder euh, les épidémies, mais c'est pas la panacée. Ensuite, les barrières physiques, dont le but serait d'empêcher tout contact physique entre le puceron et les plantes, ben ça peut être des idées. Mais encore là, ça ne garantit pas tout, là. Les bâches, les filets agronomiques, anti-insectes, ça peut être une idée. Dans les cucurbitacées, on sait qu'il faut les enlever à un moment donné, là, au moment de la floraison, mais ça peut avoir une certaine efficacité s'il arrive très, très tôt. Ensuite, les paillis de plastique blanc ou argenté. Encore là, sur certaines cultures dressées, la littérature mentionne que ça va jouer au niveau de la perception du puceron,
Fait que ça peut éviter l'atterrissage des pucerons ailés sur ces cultures-là. Par contre, dans les cucurbitacées, j'ai des sérieux doutes parce qu'on le sait que ça court très rapidement, les cucurbites. Fait que ça prend pas de temps qu'ils couvrent le pays de plastique. Donc, on n'aura plus cet effet perturbant là, au niveau des longueurs d'onde. Ensuite, l'utilisation de pulvérisation d'huile minérale. Ben ça a fait ses preuves là, au niveau de la pomme de terre de semences. D'ailleurs, c'est régulièrement utilisé, c'est dans les cahiers de charges. Ça a montré une certaine efficacité lorsque les populations sont modérées. Puis, c'est en prévention toujours. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans les cucurbites? Peut-être, mais ça reste à démontrer. Puis encore là, c'est en prévention. Faudrait voir. Le kaolin, encore là, ça aussi, ça joue, si on couvre de kaolin, c'est une poudre d'argile qui rend les plants blanchâtres. Donc, ça va jouer sur la capacité du puceron à percevoir sa plante ou les plantes. Donc, peut-être que ça peut être efficace, il faudrait le tester. Mais là aussi, euh, toujours dans les... Il y a des projets qui vont être subventionnés cet été. Puis, si on veut tester ces méthodes de prévention-là. Maintenant, est-ce qu'on va avoir des pucerons pour les tester? On ne sait pas. On ne se le souhaite pas. On ne souhaite pas qu'il y ait des grosses épidémies, mais on aimerait bien tester ces méthodes-là. Puis ça serait fait par le CRAM, toujours financé par le MAPAC. Maintenant, la méthode de lutte la plus simple à mettre en œuvre, quand elles existent, ben, c'est d'avoir des variétés. J'ai marqué tolérantes, mais le mieux du mieux, ça serait des variétés résistantes, mais il y en a très peu finalement. Euh, des collègues et moi, on s'est attaqué aux principaux groupes qui avaient été touchés par les virus là, cet été. Puis on a vraiment là, dépouillé tous les catalogues pour essayer de voir lesquels des légumes ont des gènes de résistance ou encore de la tolérance aux principaux virus, là, les petits virus et le CMV. Finalement, il y en a très peu. Fait que, c'est dommage, là, mais quand il y en a, il faut sauter dessus. Puis on le sait, dans le concombre de transformation, il y a des variétés qui sont vraiment résistantes. Puis on l'a vu d'ailleurs là, cette saison-ci. Des variétés un petit peu plus anciennes avaient vraiment un très bon bagage là, au niveau de la résistance du CMV. Ben, pour conclure, c'est que les populations très élevées de pucerons visiteurs sont ponctuelles et assez peu fréquentes. Donc, on peut probablement qu'on n'aura pas à chaque année, mais on ne se le cachera pas avec les changements climatiques qui favorisent beaucoup les maladies, les insectes. Ben, c'est possible qu'il y en ait. Si on dit que les changements climatiques favorisent les insectes, ben, ça va favoriser les pucerons. Les pucerons, on le sait, ce sont des vecteurs importants. Donc, qui dit vecteur dit virus. Fait qu'on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est possible que ça aille en augmentation. Ensuite, la prévention demeure le meilleur moyen de limiter les dégâts dans la mesure du possible, mais plusieurs éléments permettent quand même d'être optimistes quant au succès de la lutte contre les virus dans les cultures maraîchères sur le long terme. Il y a des progrès importants réalisés dans l'étude de l'épidémiologie des virus. D'ailleurs, je ne sais pas, mais on a un chercheur à Agriculture Canada qui est Mamadou Lamine Fall, qui travaille beaucoup, beaucoup sur les virus. Puis c'est un passionné qui amène des nouvelles techniques. Fait que c'est encourageant. Il y a vraiment là, toute une génération de nouveaux chercheurs qui ont des outils aussi pour travailler sur les virus. Donc, il y a des choses qui s'en viennent. C'est sur le long terme, mais ça nous permet quand même d'être optimistes. Il y a des créations de variétés résistantes, bien que pas énorme, là, mais ça se fait actuellement. Puis, on peut découvrir aussi des souches faibles de virus utilisables pour la prémunition. Donc, là-dessus, ben, on vous remercie énormément de votre attention. On espère là, avoir répondu à vos questions.